Pas besoin d'aller très loin pour observer la nature. Cet été, je suis parti une semaine avec ma copine, et si ça vous dit, je vous emmène faire un petit tour en Camargue avec nous. La Camargue est une région méditerranéenne, formée par le delta du Rhône. C'est la plus grande zone humide de France, et elle est célèbre pour sa faune et sa flore très riche, qui dénotent pas mal du reste de l'Hexagone, un petit bout d'Afrique chez nous, comme certains disent. Aller en Camargue, pour moi, ça signifiait forcément observer des oiseaux et remplir le Pokédex. J'avais un objectif pendant le séjour, filmer 2 espèces, le flamant rose et le guépier d'Europe. Premier jour sur place, direction le parc ornithologique du Pont de Gau. 60 hectares de marais, d'étangs, de prés salés et de roselières reliés par 7 km de sentiers. Temps estimé pour la visite, 2 heures. Temps resté sur place, 8 heures. On est entré dans le parc dès l'ouverture, et une fois au premier point d'eau après 3 minutes de marche, des dizaines de flamants roses. Ça, c'est coffret. Le flamant rose, c'est l'emblème de la Camargue. Dans le monde, on compte 6 espèces de flamands qui forment la famille des Phoenicopteridae. Les 6 espèces sont roses, mais celle qu'on nomme flamant rose est en fait la moins rose des 6. Notre flamant rose, Phoenicopterus roseus, est l'espèce la plus répandue dans le monde, présente tout autour du bassin méditerranéen, sur les côtes africaines, au Moyen-Orient et en Asie. Les flamants roses vivent en groupe, comptant souvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'individus. Ils dorment debout, la tête cachée sous une de leurs ailes, et à cause de leur taille, ils doivent prendre plusieurs mètres d'élan pour décoller. Vous aimez bien les flamants roses ? Oui, Les flamands ont un bec courbé, muni de lamelles dont la morphologie permet de filtrer la vase et l'eau, un peu à la manière des fanons de baleine. Ils se nourrissent de divers invertébrés aquatiques, mollusques, vers, insectes et surtout d'artémies, riches en pigments caroténoïdes responsables de leur couleur rose. En raison de leur grande taille comparée à celle de leur proie, les flamands passent beaucoup de temps à se nourrir. Ils disposent de plusieurs techniques de prospection alimentaire, plonger la tête sous l'eau et avancer pour filtrer la colonne d'eau, ou encore piétiner pour faire sortir de la bestiole. Ça donne des pas de danse plutôt stylés.
Au cours de cette journée dans le parc, nous avons observé une belle diversité d'ardéidés, la famille regroupant les hérons et les aigrettes. L'aigrette garzette, facilement observable dans la plupart des zones humides. Le héron cendré, qui en impose un peu plus avec ses 1 mètre de haut. Tout comme l'aigrette, il est doté d'une très bonne vision binoculaire frontale, ne laissant aucune chance aux poissons, amphibiens, reptiles et petits mammifères. Le héron garde-bœuf, célèbre pour accompagner les grands herbivores et les débarrasser des parasites, comme les tiques ou les mouches. Puis 2 autres ardéidés que je n'avais jamais observés auparavant. Le bihoreau gris, un petit héron nocturne qu'on reconnaît à ses yeux rouges. Il a une aire de répartition cosmopolite et vit sur presque tous les continents. Et enfin le crabier chevelu, avec sa tête coiffée d'une chevelure de longues plumes qui descendent sur la nuque. Je suis un gros mammifère semi-aquatique originaire d'Amérique du Sud, élevé sur de nombreux continents au 19e siècle pour l'exploitation de ma fourrure bon marché, qualifié d'espèce exotique envahissante à cause d'évasion et de lâcher volontaire dans le milieu naturel. Je suis... Oh le ragondin, regarde. T'as vu? Mais on n'a pas vu de castor, on voit que des ragondins. Ouais, c'est des ragondins. Ce jour-là, on aura vu beaucoup de ragondins, mais jamais j'en avais vu d'aussi peu farouches. C'est simple, ils n'en avaient rien à abattre de nous. Genre à un moment, il y avait un gros ragondin en plein milieu du chemin, je me suis approché lentement et j'ai réussi à le prendre en photo à 50 cm. Et lui, il en avait rien à faire, il était en train de fouiner tranquille. Le ragondin, c'est quand même un beau bestiau. Il affectionne les rivières, les fleuves et les canaux. Il creuse un terrier de 6 à 7 mètres le long des berges avec plusieurs entrées, dont une subaquatique. Le ragondin est principalement herbivore, il mange des céréales, des racines, de l'herbe, mais ça lui arrive aussi de grailler des bivalves et des écrevisses. Pour ceux qui me connaissent, vous vous doutez que j'ai aussi prospecté à la recherche d'arthropodes. Et qui dit point d'eau dit odonates. Des libellules, il y en avait à foison. La plupart du genre Sympetrum. Qu'avons-nous là? Des petites argiopes. En fouinant un peu dans les herbes, j'ai aussi eu la chance d'enfin trouver de jeunes argiopes frelons, moi qui en cherchais depuis longtemps. En parlant araignées, j'ai aussi remarqué que les bâtiments à l'accueil du parc étaient envahis d'Holocnemus bloqués. À un moment sur le chemin, quelque chose a attiré mon regard. Une drôle de petite bestiole en train de traverser en se dandinant. Sur le coup, j'avais aucune idée de ce que c'était. Puis après vérification, c'était une larve de diptère du genre Stratiomys. La larve de cette mouche est prédatrice et aquatique, et quand elle sort de l'eau, c'est pour aller se nymphoser, puis mener une vie d'adulte butineur de fleurs d'apiacées. Oh. Pour en revenir à nos amis à plumes, j'aimerais vous parler d'un oiseau de la famille des Tresciornithidae, avec la magnifique spatule blanche. Son bec aplati très caractéristique lui permet de remuer la vase pour attraper toutes sortes d'invertébrés. Toute la journée, nous avons également pu observer des ibis falcinelles appartenant à la même famille que la spatule blanche. Cette espèce affectionne les eaux très peu profondes, où elle recherche sa nourriture dans la vase avec son long bec recourbé.
À plusieurs reprises, de majestueux chevaliers nous ont barré le chemin. Il n'est point question de dark fantasy ici, mais bien de petits oiseaux de la famille des Scolopacidae, très présents en zone humide. Le chevalier Arlequin se reconnaît à son sourcil blanc devant l'œil, tandis que son cousin, le chevalier Guignette plus petit, adore trémousser son derrière sur un rythme endiablé. Ouais, vous connaissez le nom maintenant de ça. Par cette sympathique journée, ma main baladeuse a pu tâter toutes les plantes qu'elle croisait. Tiens, je vous nourris. Merci. Oh mon dessert. On a aussi observé quelques espèces de la famille des Charadriidae, comme le vanneau huppé et sa longue huppe noire effilée caractéristique. Ou encore le petit gravelot, super rigolo avec ses méga sprints, reconnaissable à son bec sombre et son cercle orbitaire jaune. Et si je vous dis Recurvirostridés, pas sûr que beaucoup d'entre vous captent de quoi je parle. C'est la famille dans laquelle on retrouve l'avocette élégante, avec son long bec recourbé vers le haut et son plumage bicolore. Ainsi que sa cousine, l'échasse blanche, et ses longues pattes roses semblables à des échasses. Vers la fin de la balade, j'ai eu l'occasion d'observer ma première colonie de sternes naines, reconnaissables à leur front blanc et leur bec jaune. Ce sont de grandes migratrices qui hivernent jusqu'en Afrique du Sud et en Australie, puis qui viennent se reproduire en colonie sur les plages de galets européennes. Cigale. Oh, déjà fini.